bonjour. Il me tient à cœur aujourd'hui de vous parler de cette belle inconnue, pourtant si fréquemment mentionnée, qu'est la clause bénéficiaire d'assurance vie. L'assurance vie, ce produit d'épargne préféré des Français, à peu près 1800 milliards d'épargne privée aujourd'hui qui est alimentée sur ces supports-là, pour des raisons qu'on connaît tous. L'assurance vie présente de nombreux avantages qui lui sont propres, et notamment des avantages fiscaux bien connus ou pas tant que ça, et en tout cas pas si bien exploités que ça. Et c'est ça qu'on peut peut-être évoquer en quelques minutes, parce que je crois que c'est un sujet qui rayonne sur tous les axes finalement d'une bonne organisation patrimoniale centrée autour de tout le sur-mesure dont une personne, une famille, un projet peut faire l'objet. Juste un mot pour dire, voilà, décrire quelque part la catastrophe industrielle, je pèse mes mots, à laquelle on assiste en matière d'assurance vie, à savoir qu'aujourd'hui, une immense majorité des contrats souscrits par tous les gens autour de nous sont organisés avec ce qu'on appelle une clause bénéficiaire standard. Quel mot curieux, hein, puisque là où devrait se loger tout le sur-mesure le plus fin, le plus approfondi, le plus personnalisé, on parle de standardisation. Alors que tout le régime juridique et fiscal de l'assurance vie repose sur une chose, justement, la clause bénéficiaire. Ce qui caractérise un contrat d'assurance vie, ce qui caractérise son fonctionnement, c'est cette clause bénéficiaire, qui est la seule loi en la matière. Si demain je souscris un contrat d'assurance vie, que je l'alimente de manière plus ou moins importante, les capitaux qu'il va représenter, ce contrat d'assurance vie, seront dévolus après mon décès, quand ce contrat va être dénoué, à la personne ou aux personnes que j'aurai désignées sur ma clause bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui engage la décision. C'est pas la composition de ma famille, mes habitudes de vie qui vont répondre à cette question. Ce qui va répondre à la question de qui récupère ce bénéfice, c'est la clause bénéficiaire que j'aurai rédigée. Bien. C'est donc assez étrange d'imaginer, malgré toute la diversité de nos situations personnelles, conjugales, familiales, patrimoniales, assez étrange d'imaginer que des millions d'entre nous ont la même clause bénéficiaire, à savoir la suivante, qu'on rencontre sur des kyriels et des kyriels de contrats. Clause bénéficiaire, 2 points, seront bénéficiaires des capitaux mon conjoint, à défaut mes héritiers. Et ce qui n'est pas faux en soi comme idée, je dirais, la clause bénéficiaire standard, elle a souvent une consonance, une adéquation avec ce qu'on souhaite. Si demain j'ouvre un contrat d'assurance vie, je suis d'accord avec l'idée que mon épouse puisse bénéficier de cet argent si je ne suis plus là, et que ça puisse l'aider à faire face à tous ses besoins jusqu'à la fin de ses jours. Et je suis d'accord aussi avec l'idée que si mon épouse n'est plus là, parce que c'est plus mon épouse, ou parce qu'elle est décédée avant moi, que ça puisse aller à mes enfants, parce que ces gens-là sont en général mes plus proches, donc les gens que je souhaite protéger. Sauf que ce qui est assez dingue, c'est qu'il n'y ait pas eu de réaction massive en termes de conseils sur les conséquences de ce libellé standard, avec la nouvelle donne complètement révolutionnaire qui s'est installée dans notre pays au niveau des droits de succession depuis 15 ans maintenant. La loi TEPA en 2007 a totalement supprimé, sans aucune condition ni aucun plafond, les droits de succession pour le conjoint marié ou pacsé. Ça veut dire que si mon épouse récupère mes capitaux d'assurance vie à mon décès, quel que soit leur montant, elle sera exonérée de droits de succession. Mais de toute façon, elle est exonérée de droits de succession parce que c'est mon épouse. C'est-à-dire que ça soit une assurance vie ou que ça soit n'importe quoi d'autre, elle n'a pas de droits de succession à payer à mon décès sur ce qu'elle récupère de moi. Donc le fait de flécher vers elle un produit exonéré de droits de succession, comme ce contrat d'assurance vie que j'ai alimenté avant mes 70 ans, ça équivaut à orienter vers quelqu'un qui est exonéré d'impôts un produit défiscalisé. Ça contribue donc totalement à stériliser l'avantage fiscal, puisqu'il ne servira à personne, il ne servira pas à mon épouse, elle n'en a pas besoin. Et quant à mes enfants, qui auraient peut-être eu bien besoin de ces exonérations spécifiques que porte l'assurance vie, parce que eux payent des droits de succession sur ce qu'ils récupèrent de moi à mon décès, eh ben ils ne pourront pas
utiliser ces avantages de l'assurance vie puisqu'il ne récupère rien sur l'assurance vie, puisque la clause bénéficiaire dit mon conjoint, à défaut mes héritiers. Mon conjoint étant là, mes héritiers ne sont pas concernés par l'assurance vie et donc ils ne profitent de rien. Ça signifie qu'on a totalement perdu l'avantage fiscal qu'on visait en souscrivant cette assurance vie. Et même si mon épouse, après avoir récupéré ses capitaux, se dit en fait très bien, mon mari avait voulu me protéger avec ça et merci, mais en fait j'en ai pas besoin, j'ai suffisamment d'argent pour vivre, j'ai des revenus et je vais laisser cet argent de côté pour que mes enfants puissent le récupérer, et qu'elle laisse pieusement cet argent à l'abri et qu'elle elle leur laisse lors de son propre décès, mes enfants, nos enfants vont pouvoir récupérer cet argent. Eh bien ils ne le récupéreront pas à travers mon assurance vie et les avantages fiscaux qu'elle véhiculait, ils le récupéreront dans la succession de mon épouse. Et donc ils auront bien des droits de succession à payer à cette occasion-là. Donc toute l'antériorité qu'on avait pu acquérir avec ce produit défiscalisé quand je l'avais ouvert est perdue à cause de ce mécanisme. Imaginons même qu'elles se disent: je ne vais pas attendre mon propre décès pour laisser cet argent aux enfants, je vais leur donner de mon vivant. Ben, il va falloir qu'elle engage une donation pour le faire. Et cette donation, elle aussi, va générer des frais, des impôts, ou des consommations d'abattement qui auraient pu être fort utiles pour transmettre d'autres parties du patrimoine. Donc dans tous les cas, par le biais de cette clause, on élimine, on écrase la franchise, l'avantage fiscal qu'on aurait pu exploiter avec ce contrat d'assurance vie. Alors que si on engage une vraie analyse des choses, un vrai audit de la situation personnelle des gens, on pourrait se dire, ben voilà, mon patrimoine est constitué peut-être de ce beau contrat d'assurance vie, mais il est constitué aussi peut-être de pas mal d'autres choses. Je suis peut-être propriétaire de mon logement, je suis peut-être propriétaire de placements financiers, de titres de société, de véhicules, de meubles, n'importe. Je pourrais imaginer de dire, ben finalement, ces biens-là, qui forment partie de ma succession et qui donc sont soumis aux droits de succession, je pourrais peut-être les orienter plutôt vers celle qui est exonérée de droits de succession, à savoir mon épouse, en créant ce qu'il faut à travers des donations au dernier vivant, un testament, des clauses spécifiques dans le contrat de mariage qu'on pourrait revisiter avec mon épouse pour orienter vers elle toute cette épargne qui normalement serait fiscalisée aux droits de succession, mais qui du fait d'une orientation vers elle échapperont à l'impôt. Et inversement, par mesure d'équilibre, orienter l'assurance vie exonérée vers ceux qui ne sont pas à l'abri des droits de succession, c'est-à-dire mes enfants. Et donc revoir ma clause bénéficiaire pour dire, au lieu de dire mon conjoint à défaut mes enfants, pourquoi pas dire mes enfants. Et éventuellement d'ailleurs m'interroger, me dire, au moment de mon décès, puisque j'espère ne pas décéder demain, l'eau aura coulé sous les ponts, je décéderai peut-être, quand on voit les courbes de l'espérance de vie aujourd'hui, très âgés, donc mes enfants seront peut-être eux-mêmes des retraités en pleine phase de transmission vers leurs propres enfants, mes petits-enfants, au moment où ils hériteront de moi, donc ils n'auront peut-être pas besoin de récupérer ces capitaux, et c'est peut-être pas bête d'aller plus loin encore dans la rédaction des clauses et de dire voilà, je les désigne comme bénéficiaires, mais je stipule dans cette clause. Et rappelons que c'est elle qui doit tout dire, qui doit tout prévoir. Si on n'écrit pas dans cette clause, et rien ne sera possible. Et donc je vais peut-être pouvoir stipuler dans cette clause qu'ils sont bénéficiaires prioritaires, mais que je leur donne la faculté, la possibilité de moduler les parts que je leur attribue et la possibilité d'encaisser ces parts, ou au contraire peut-être d'y renoncer, en tout ou en partie, selon un curseur qu'ils pourront librement déplacer parce que c'est ce que je dis dans la clause. Et de cette façon-là, ils pourront peut-être imaginer de laisser glisser cette épargne défiscalisée vers la génération 3, voire la génération 4. Et ceci sans aucun frais de succession, puisque on préserve en fait cet outil particulier qu'est le capital d'assurance vie, avec ses avantages spécifiques, et qui vont irriguer en cascade toutes les générations de la famille, grâce à cette architecture à options que j'aurais pris soin d'écrire pour permettre ces schémas intergénérationnels. Et puis, je peux continuer à réfléchir en me disant, tout ça c'est très bien, mais en même temps, je ne sais pas de quoi demain est fait. On vient de le dire, je ne sais pas quand je décéderai, je serai peut-être très âgé, ça veut dire que ma chère épouse sera peut-être elle-même aussi âgée, aura peut-être des nouveaux frais liés à, que sais-je, une dépendance, des frais d'adaptation de son logement, des coûts d'entretien qui peuvent être plus ou moins lourds, des aides à domicile et autres. Et donc le fait de me dire, je flèche toute cette épargne, toute cette liquidité vers mes enfants pour des raisons d'optimisation fiscale,
c'est peut-être bien, mais c'est peut-être rude aussi, alors que je ne sais pas si mon épouse n'aura pas peut-être grand besoin de tout ou partie de cette épargne à mon décès. D'où le fait peut-être de réfléchir autrement et de me dire, sachant que tout ça, là encore, peut être modulé d'un contrat à l'autre. Je ne suis pas obligé de mettre les mêmes clauses bénéficiaires partout. Mais je pourrais me dire finalement, je vais désigner mon épouse comme bénéficiaire prioritaire de ces capitaux, de manière à ce qu'elle puisse, elle, avant toute chose, dire si elle a besoin ou pas de cet argent, en lui laissant, comme je l'imaginais tout à l'heure pour mes enfants, la possibilité de moduler, de dire mon mari a prévu ça pour moi, super, merci à lui, mais finalement je ne vais pas tout prendre, je vais prendre qu'une partie, celle que je juge intéressante, et le reste je le laisse descendre vers les enfants qui eux-mêmes à leur tour pourront laisser aux petits-enfants s'ils le veulent, bref, tout ce qu'on a dit. Mais en tout cas, je prévois que ce qu'elle prend, ce qu'elle décide de prendre comme argent, eh bien, elle le prend en tant qu'usufruitière, c'est-à-dire que je la désigne comme bénéficiaire de ses capitaux, non pas en tant que propriétaire, mais en tant qu'usufruitière. Je l'institue bénéficiaire de l'usufruit des capitaux, ce qui signifie que nos descendants sont nus propriétaires de ces capitaux. Et en pratique, ça veut dire quoi? Eh bien, là encore, toute la liberté possible va pouvoir se déployer dans le libellé de la clause bénéficiaire, puisque je vais pouvoir écrire à ce moment-là dans la clause que celui qui a le droit de dépenser tout l'argent développé par cette assurance vie, tous les capitaux qui sont libérés par le dénouement de mon contrat, celui qui a le droit de consommer cet argent librement, c'est celui qui est usufruitier des capitaux, à savoir mon épouse. Donc c'est elle physiquement qui va concrètement encaisser cet argent et qui va pouvoir librement le dépenser comme elle le veut pour faire ses travaux chez elle, pour payer ses factures, pour partir en vacances si ça lui fait plaisir. Elle dépense cet argent qui est pourtant enregistré lors de mon décès comme étant la propriété, la nue propriété de mes enfants, qui donc héritent, entre guillemets, de cette nue propriété. Physiquement, ils ne perçoivent rien, c'est leur mère qui perçoit la trésorerie, mais ils sont enregistrés comme nus propriétaires de cet argent, sans droit de succession, puisque rappelons-le, c'est un contrat d'assurance vie que j'ai souscrit avant 70 ans et qui, comme tel, échappe à la fiscalité successorale classique. Donc, ils héritent de cette nue propriété. Ils ne touchent pas d'argent, c'est ma femme qui dépense cet argent comme elle le veut, mais tout ce qu'elle aura dépensé de son vivant, puisque c'était leur argent à eux, sera déductible de son propre héritage à elle. Et puisque j'ai pris soin par notre contrat de mariage, par notre donation au dernier vivant, par tous les dispositifs dont on parlait tout à l'heure, peut-être de flécher vers elle un gros morceau de notre patrimoine commun, et c'est peut-être elle qui a pu récupérer la maison, c'est peut-être elle qui a pu récupérer nos comptes bancaires, peut-être qu'une bonne partie de tout ça est peut-être encore plus valorisée, se retrouvera dans son héritage et sera donc comme telle susceptible d'être frappée par les droits de succession auxquels seraient soumis nos enfants. Eh bien, avant d'avoir à payer ces droits de succession, ils vont pouvoir opposer au Trésor public cette déduction dont nous parlions. Ils vont pouvoir dire, voilà, maman nous laisse une maison qui vaut tant, des comptes bancaires qui valent tant, une voiture qui vaut tant, un appartement à la montagne ou à la mer qui vaut tant, ça fait un actif de tant, mais on va déduire un passif qui correspond à tout l'argent qu'il y avait sur l'assurance vie de papa, dont elle a eu le droit d'usage, qu'elle a pu dépenser, que nous, on n'a pas perçu alors que c'était à nous, et donc on va pouvoir le déduire à ce moment-là. Donc, un vrai moyen à la fois de la protéger pendant toute sa vie, de ne pas mettre des bâtons dans les roues dans son aisance financière, et en même temps de permettre un gain fiscal à mes enfants qu'ils pourront retrouver quand finalement le couple sera complètement éteint, et donc quand sera éteint le besoin de protection dans le couple. Et à ce moment-là viendra en première ligne, en avant-scène, le besoin d'optimisation fiscale pour les enfants, et ils le sortiront le moment venu. Simplement, tout ça donc va être une belle idée, ces clauses, ce qu'on appelle parfois ces clauses bénéficiaires démembrées. Ça mérite, on le ressent peut-être dans ces quelques mots qui sont synthétiques, mais ça mérite une ingénierie, une certaine chirurgie dans la rédaction des clauses. Il faut bien préciser quels sont les pouvoirs de l'usufruitier, bien employer les bons termes, valider le fait qu'il s'agit de ce qu'on appelle un quasi-usufruit, c'est-à-dire un droit qui va au-delà de l'usufruit, un droit qui permet de consommer le capital, à charge donc de cette future restitution sur la succession numéro 2. Donc tout ça mérite d'être bien écrit. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que même si j'écris bien cette clause de mon vivant, il faudra que lors de mon décès, quand ce contrat va se dénouer et quand donc cet argent va être versé à mon épouse sous forme de quasi-usufruit, il faudra absolument
Absolument, et ça c'est souvent l'étape manquante. C'est pour ça que je souhaite insister de manière assez grave sur cette question. Il faut absolument que, à cet instant-là, quand je décède, cette réalité soit photographiée, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on constate la naissance, l'existence de ce quasi-usufruit. C'est-à-dire on constate que, voilà, lors de mon décès, il y a une somme de temps qui est versée par l'assureur à mon épouse sous forme de quasi-usufruit et qu'on inscrive, qu'on écrive le fait que mes enfants sont nus propriétaires de cette somme. Qu'on l'écrive et qu'on l'enregistre. Puisque ça génère une dette future de mon épouse vers mes enfants, une déductibilité future sur la succession de mon épouse au profit de mes enfants, cette dette étant née entre personnes successibles, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui ont vocation à hériter de l'usufruitière, il y a une disposition dans le Code général des impôts, l'article 773, deuxièmement du Code général des impôts, qui dit que les dettes entre successibles sont inopposables au Trésor public si elles n'ont pas été enregistrées du vivant du débiteur. Dans l'histoire, le débiteur, la débitrice, c'est mon épouse. Elle encaisse les euros que j'avais laissés sur mon contrat d'assurance vie. Sa succession les devra à nos enfants, à ses héritiers. Puisque ces héritiers sont ses successibles, eh bien, il faut absolument que cette dette qu'elle a vis-à-vis d'eux, et qui ne sera exigible que dans le futur, soit enregistrée au moment où elle naît. Donc il faut absolument un écrit. Et c'est souvent là où le bas blesse, c'est que même si la clause bénéficiaire a été bien menée en amont, les sommes sont versées à l'épouse. On envoie peut-être un courrier aux enfants en disant, voilà, sachez que vous êtes nus propriétaires d'une somme de temps. Et c'est tout. Et ce courrier, à supposer qu'il le conserve dans un tiroir et qu'il pense à le ressortir X années plus tard, le jour où leur mère décède, eh bien, le Trésor public pourra répondre « Moi, j'ai jamais eu connaissance de ça au moment où votre mère était vivante, au moment où cette dette de restitution a pris naissance, et donc, passez votre chemin, ça n'est pas déductible de sa succession. » C'est donc fort dommage. Il faut absolument, au moment où on règle la succession numéro 1, penser à établir ce qu'on appelle tout bêtement un constat de quasi-usufruit, une convention de quasi-usufruit pour dire, voilà, madame récupère une somme, n'importe quoi, je prends cet exemple de 100 000 euros, les enfants sont enregistrés comme nus propriétaires de ces 100 000 euros, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas cet argent aujourd'hui, mais ils sont créanciers de cette somme, qui sera donc déductible de la future succession, et on le fait enregistrer aux impôts, ou mieux, on l'établit par acte authentique, c'est-à-dire devant notaire. Et l'acte devant notaire, il y a le sceau de l'État, ça s'impose, ça s'oppose à tout le monde et au Trésor public, bien sûr. Et puis tant qu'à faire, quitte à mettre en place cet écrit pour satisfaire à cette condition sine qua non, profitons-en, puisqu'on écrit pour optimiser. Je décède aujourd'hui, j'avais mis 100 000 euros sur ce contrat d'assurance vie, qu'encaisse aujourd'hui mon épouse et que pourront donc déduire mes enfants lors de sa future succession. Sa succession interviendra peut-être dans de nombreuses années. Les biens qu'elle a dans son patrimoine et qu'elle reçoit dans ma succession vont peut-être prendre de la valeur pendant ce temps, surtout dans un univers inflationniste comme le nôtre aujourd'hui. Ça signifie que ce qui est son patrimoine aujourd'hui qui vaut X, lors de son décès dans 20, 25 ou 30 ans, ces X auront peut-être fait X fois 2. Et si on peut déduire uniquement le montant scotché au chiffre historique de 100 000 euros lors de son décès, le pouvoir de défiscalisation sera peut-être plus le même. Ça ne sera peut-être pas la même puissance que ça représente aujourd'hui. Et donc, pour lutter contre ces effets inflationnistes, rien n'empêche d'imaginer que cette dette soit indexée. Simplement, il faut le prévoir. Le principe en droit français, dans le régime des créances et des dettes, c'est ce qu'on appelle le nominalisme. C'est-à-dire que la dette, au moment où elle est réglée pour le montant nominal, c'est-à-dire le montant historique, le montant de départ. Sauf clause contraire. Et bien justement, stipulons une clause contraire, puisqu'on doit faire un acte pour qu'il soit enregistré, écrivons dans cet acte que le conjoint usufruitier et les enfants nus propriétaires se mettent d'accord pour dire que cette dette va être indexée, que sais-je, sur des indices immobiliers, des indices obligataires, des indices liés au marché actions, pourquoi pas un panel d'indices décorrélés entre eux qui répondront à des mouvements de marché différents et qui donc dilueront les risques d'une mauvaise évolution des indices et au contraire offriront une chance maximisée d'avoir un ou plusieurs indices qui auront progressé à la hausse au jour du décès numéro 2 et donc tireront à la hausse le montant de la dette de restitution et donc cette
capacité de déduction sur la future succession de mon épouse. Donc voilà vraiment une stratégie qui impose de bien respecter ces étapes en 2 temps, une belle clause bénéficiaire faite proprement de mon vivant, mais aussi un bel et bon accompagnement au moment de mon décès avec la mise en place de ces conventions de quasi-usufruit bien actées, bien remplies, bien stipulées et bien enregistrées. Et puis je dirais que ça ne s'arrête pas là, parce que ce qui est un effet indirect tout à fait intéressant de ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, avec cette clause bénéficiaire dans laquelle j'ai écrit finalement que les bénéficiaires de ces capitaux sont à la fois mon épouse, l'usufruit, et mes enfants pour la nue propriété. J'ai de ce fait-là orienté cet argent, même si c'est en 2 temps historiques, en 2 séquences successives, j'ai orienté cet argent vers des personnes qui ne sont pas mon conjoint. Mon conjoint va être usufruitier des capitaux, mais les propriétaires des capitaux, même si dans un premier temps c'est en nue propriété seulement, ce sont des tiers au couple, ce sont les enfants, et qui sont des tiers par rapport à monsieur et madame. Et ça c'est tout à fait intéressant, parce que nous sommes mariés sous un régime de communauté, mon épouse et moi, comme 90 ou 95% des gens mariés. Ça veut dire que notre argent est commun. Ça veut dire que l'argent que j'ai placé sur mon contrat d'assurance vie, c'est de l'argent qui provenait de la communauté. J'ai donc puisé dans la poche commune pour alimenter un produit personnel, libellé à mon nom, dont j'ai stipulé moi et moi seul en tant qu'assuré la clause bénéficiaire. Et cette clause bénéficiaire a conduit à orienter cette épargne, même si c'est dans un second temps, vers quelqu'un qui n'est pas mon conjoint. Nos enfants, certes, mais quelqu'un qui n'est pas mon conjoint. Ça veut dire que j'ai donc puisé dans le pot commun pour faire partir de l'argent commun vers quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté. Et ça, le Code civil et le Code des assurances le traitent en disant que si je puise dans le pot commun pour enrichir quelqu'un d'autre, eh bien je dois dédommager la communauté. Ce que le Code civil prend tout à fait en compte, il intègre les mouvements de compensation qui doivent être faits en faveur de la communauté, et il appelle ça tout simplement du doux nom de récompense. C'est-à-dire que si je puise dans la communauté pour satisfaire un besoin qui n'est pas celui de la communauté, en l'occurrence celui de nos enfants, eh bien je dois récompense à la communauté. Et ça c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que si j'ai puisé 100 000 euros pour alimenter ce contrat d'assurance vie avec cette clause démembrée qui vient impliquer nos enfants, je dois récompense à la communauté à hauteur de 100 000 euros. Et cette récompense, je la dois au moment où la communauté s'arrête. Et la communauté, dans notre exemple, elle s'arrête parce que je décède. Elle s'arrête parce que l'un des époux décède. Ça veut dire que c'est pas moi qui dois ces 100 000 euros à la communauté, c'est ma succession. Ça veut dire que ça crée un passif sur ma succession. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça signifie donc, si je pose les choses calmement, qu'au moment de mon décès, qu'est-ce qui va rentrer dans ma succession ? Tout simplement la moitié à laquelle j'avais droit dans l'actif commun. Tout ce qu'on avait créé en commun avec mon épouse. On avait acheté des biens, on avait acheté notre maison, on avait acheté l'appartement à la montagne, on avait épargné quelques sous sur nos comptes, on avait acheté une voiture ou deux. Bon voilà, tout ça c'est notre actif commun. Elle a droit à la moitié, c'est en dehors de ma succession, et l'autre moitié tombe dans ma succession, sur laquelle, on l'a dit tout à l'heure, j'ai pu éventuellement lui léguer une part plus ou moins importante, testament, donation d'un vivant, j'y reviens pas. Mais imaginons qu'il y ait une moitié qui tombe dans ma succession. Ça signifie que cette communauté, elle comprend tous les biens dont je viens de parler, et elle comprend aussi cette récompense qu'on doit justement remettre dans la communauté. Je dois compenser la communauté. Je lui avais emprunté ces 100 000 euros, je dois lui restituer, donc on remet ces 100 000 euros dans la communauté. Ça signifie que la communauté étant coupée en deux au moment de mon décès, tombe dans ma succession la moitié de la communauté, et donc la moitié de cette récompense. Dans mon exemple, 50 000 euros de plus qui viennent tomber dans ma succession. On va me dire, justement, c'est pas avantageux, puisqu'on augmente la succession de 50 000 euros, donc on augmente la base de calcul des droits de succession, et ça va être plus lourd pour mes héritiers. Sauf que non. Parce qu'on fait rentrer dans l'actif de ma succession 50 000 euros, la moitié de la récompense. Mais dans le passif de ma succession, il y a la totalité de la récompense. Ma succession doit 100 000 euros à la communauté. On a donc 50 000 qui rentrent en actif taxable et 100 000 qui sortent en passif.
Ça signifie qu'on a défiscalisé, dans cet exemple, 50 000 euros. Et ça, bêtement, c'est très très souvent oublié, alors qu'on n'invente pas l'eau chaude. Il suffit d'appliquer le régime légal de communauté et ses règles, le régime légal de l'assurance vie, ce que prévoit le code des assurances. Et donc, il y a énormément de moyens de coupler les avantages les uns avec les autres. Le fait, par la clause bénéficiaire démembrée, d'avoir fait entrer en scène d'autres acteurs que les époux mariés en communauté, mobilise tout de suite ces mécanismes de récompense. Ce qui veut dire, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a une vraie nécessité d'avoir un regard circulaire, une vision synoptique des choses, et de regarder, de pas aller trop vite dans un mode de travail en silo. Je veux dire par là que je souffre parfois quand je vois, avec les meilleures intentions du monde, des dispositions prises un peu à la va-vite par des époux au niveau de leur contrat de mariage, qui se disent, ben voilà, on va justement peut-être se protéger avec ces histoires de récompense. On n'a pas envie que, au moment du décès de l'un ou de l'autre d'entre nous, cette récompense qui tombe dans la succession donne le droit à certains héritiers de venir réclamer de l'argent au conjoint survivant. Et donc, parfois, on va stipuler dans des contrats spécifiques entre époux que ces récompenses sont d'office éteintes en cas de décès. C'est-à-dire que, éventuellement, on garde bien sûr le droit entre nous de se demander des compensations si jamais il y avait divorce et que chacun puisse récupérer ses billes, c'est normal. Mais en revanche, si on divorce jamais et que c'est que la mort qui nous sépare, eh ben que personne vienne s'immiscer dans ces comptes et puisse venir chercher des poux au conjoint survivant en réclamant le versement de ce type de récompense. Et donc on met parfois des clauses en disant en cas de décès, aucune récompense. Je comprends l'idée et bien sûr dans cette perspective de protection du dernier vivant, c'est une bonne idée. Sauf que là aussi, c'est peut-être rédigé un peu à la hache, voire à la tronçonneuse. Il faudrait aller beaucoup plus loin en disant oui, très bien, pourquoi pas prévoir ces dispenses de récompenses pour tous les sujets qu'on veut, sauf pour les récompenses qui ont pour origine ces mécaniques d'assurance vie que nous avons décrites. Et celles-ci, par exception, laissons-les vivre, et même maximisons-les, prévoyons peut-être que le montant de la récompense ne soit pas calculé comme la loi le prévoit, uniquement en regard de ce que j'avais versé sur mon contrat d'assurance vie, mais soit peut-être calculé en fonction de ce que mon contrat d'assurance vie est devenu, si ce contrat d'assurance vie a progressé, si l'argent qui est dessus a fait des intérêts, s'il a été placé sur des unités de compte qui ont connu une plus-value, eh ben, la récompense pourrait être elle aussi maximisée, ce qui sera tout à fait vertueux puisqu'on a vu qu'elle va avoir une capacité de défiscalisation par déduction dans mon passif successoral. Peut-être une dernière chose qu'on peut évoquer, et on s'aperçoit que finalement, voilà, les rouages bénéfiques s'engrainent les uns dans les autres, et qu'on parle de situations qui sont ultra fréquentes. C'est pas des patrimoines correspondant à des ovnis, à des situations de milliardaires improbables. Ça concerne tous les couples de Français. Et il y a une ingénierie énorme à mettre en place et en travaillant vraiment le fond des choses par rapport à ça. En observant maintenant ce que j'appellerais peut-être la troisième colonne du temple. La première, une belle clause bénéficiaire, avec sa petite sœur qui est la convention de quasi-usufruit qu'il faut bien écrire au moment de mon décès, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Deuxième colonne du temple, cette idée de la récompense due à la communauté qu'on va déduire de mon passif successoral au moment de mon décès. Troisième colonne du temple, c'est la suivante, c'est que effectivement j'avais ouvert un contrat d'assurance vie de 100 000 euros, si on continue à filer l'exemple, à mon nom, mais mon épouse, elle avait fait la même chose. Parce que tous les deux, on a eu la même bonne idée d'aller chercher les avantages de l'assurance vie, la diversification d'épargne qu'elle permet, les avantages en matière d'impôt sur le revenu, j'y reviens pas, plein de choses qui pouvaient être aussi intéressantes pour elle que pour moi, donc elle aussi. Prenons un exemple simple, elle a alimenté un beau contrat d'assurance vie avec 100 000 euros aussi dessus, ou tout autre chiffre que votre imagination vous plaira de contempler. Quoi qu'il en soit, puisqu'on était mariés en communauté, elle aussi, elle a puisé dans la communauté pour alimenter ce contrat. Elle n'est pas décédée. Son contrat n'est pas dénoué. Il continue à fonctionner, il continue à tourner jusqu'à ce qu'un beau jour, elle décède à son tour. En attendant, son contrat est à son nom, il fonctionne. Ce contrat a une valeur, mettons 100 000 euros. Cette valeur a été alimentée par de la communauté. La communauté vient de prendre fin,
puisque je suis décédé. Et la moitié de tout ce qui est commun, la valeur économique de tout ce qui est commun, tombe pour moitié dans ma succession, et donc dévolue à mes héritiers. Mes héritiers étant nos enfants, et puis mon épouse aussi. Mettons pour simplifier qu'elle est usufruitière de ma succession. Mais donc, la valeur de son contrat, ce qu'on appelle la valeur de rachat, c'est-à-dire que même si elle est elle seule l'assurée, c'est elle qui est connue de l'assureur, c'est elle qui est l'interlocutrice unique de l'assureur, qui continue à donner les instructions sur ses arbitrages qu'elle peut vouloir faire sur son contrat, des placements, des déplacements, des rachats, des avances, des reversements, peu importe. Tout ça, c'est elle et elle seule qui a la main et qui est pilote de son contrat. Sur le plan donc de la politique patrimoniale, mais sur le plan économique, la valeur de son contrat tombe pour moitié dans ma succession. Ça, là aussi, c'est beaucoup trop souvent omis, alors que c'est un paradis fiscal. Pourquoi? Parce que ces 100 000 euros qui tombent donc pour moitié dans ma succession, alors que c'est une réalité légale qui reste beaucoup trop souvent dans l'ombre, qui est trop souvent inexploitée. Eh bien, ces 50 000 euros qui tombent dans la succession sont dévolus en nue propriété à mes enfants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent absolument pas demander à leur maman de leur faire un chèque correspondant à ce montant, mais ils sont là aussi enregistrables comme propriétaires de cet argent. C'est-à-dire que là aussi, sur cet aspect-là, il faut absolument écrire que même si leur mère reste titulaire de ce contrat, la moitié de la valeur de ce contrat leur est acquise dès aujourd'hui sous forme de nue propriété. Et donc là aussi, mettre en place une convention de démembrement expliquant qu'ils sont nus propriétaires de tout ceci. Quel est l'avantage? Le même que tout à l'heure, c'est-à-dire que lors de son décès à elle, ils pourront là aussi déduire un montant de 50 000 euros, donc une deuxième fois, le premier par rapport à mon contrat et là par rapport à son contrat à elle. L'avantage étant que là aussi, alors que cette assurance vie n'est pas dénouée, et pour l'instant c'est un placement financier comme un autre, tant que mon épouse n'est pas décédée, elle pourrait décider demain de casser le contrat, de le fermer, de récupérer l'argent et de s'en servir pour faire n'importe quoi d'autre. Eh bien, pour autant, de manière extrêmement généreuse, la doctrine fiscale admet que, tout simplement parce que cet argent a été placé sur un environnement assurance vie, cette moitié qui tombe aujourd'hui dans la succession, eh bien, est totalement exonérée d'impôts. Ça relève d'une tolérance fiscale qui est assez incroyable, issue d'une réponse ministérielle SIO qui a été prononcée en février 2016. Depuis février 2016, nous devons nous ruer sur cet aspect-là et demander, quand on règle la succession de monsieur, quels sont les contrats d'assurance vie ouverts au nom de madame, tous les inventorier, faire ce total, expliquer à madame qu'on va la dépouiller de rien du tout, mais qu'on va enregistrer ses enfants comme nus propriétaires de la moitié de ces sommes. Ça va rentrer dans leur patrimoine à eux, les enfants, sans un centime d'impôt, même si on parle de sommes colossales. Et ce droit qu'ils acquièrent à ce moment-là se transformera en déduction, en capacité de déduction fiscale au jour du décès de leur mère. À partir du moment où on le constate, à partir du moment où on l'écrit, à partir du moment où on l'enregistre, exactement la même chose que tout à l'heure, et exactement de la même façon que tout à l'heure, quitte à l'écrire, à le constater, à l'enregistrer, optimisons-le en disant que la somme de 50 000 euros d'aujourd'hui, eh bien, suivra les mouvements d'indexation de tel ou tel repère qu'on aura décidé de stipuler dans le contrat. Donc voilà, vraiment, ce que je voulais dire au début en parlant d'une star, mais méconnue, l'assurance vie, tout le monde en parle, tout le monde en a, mais est-ce que nous exploitons tous ces rouages, est-ce que nous appuyons sur toutes ces touches, sur toutes ces pédales au moment du règlement d'une succession? On s'aperçoit qu'en fait une succession, événement subi par excellence, en fait c'est vraiment une pièce à jouer dans laquelle il y a toute une série d'options à exploiter, et donc voilà, n'hésitez pas vraiment à creuser cet aspect, à vous faire conseiller sur toutes ces dimensions.